Donc il y a pas mal de participants connectés, donc nous allons attendre quelques minutes. Alors pour ceux qui sont connectés, si vous pouviez dans la section questions s'il vous plaît, voilà, me faire juste un petit retour pour voir si c'est bon, si vous m'entendez bien et si mon écran s'affiche correctement chez vous. Il fait pas trop froid, Martin? Ça va? Cool. On a Martin, la voix de Canada. Nous, D'accord, très très bien. à Paris, ici, il y a un petit peu de soleil quand même, mais au Canada, je sais pas. Donc parfait, donc j'ai l'impression que tout le monde m'entend bien. Ah, 2 degrés. Voilà. Ok, parfait. Ok, très très bien. Eh bien, écoutez, nous allons pouvoir commencer les 18h02. Donc peut-être que Ah, certains super. nous rejoindront en route, mais nous allons voilà, nous allons commencer cette petite présentation d'Hadoop et plus particulièrement de l'écosystème Hadoop. Donc bienvenue à ce petit webinaire. L'objectif sera tout simplement de vous présenter en fait un petit peu les enjeux du big data. En fait, pourquoi en fait en quoi Hadoop va répondre à la problématique du big data et vous présenter plus particulièrement l'écosystème Hadoop. Quelles sont ses caractéristiques et ses principales composants? Et nous allons également voir, je vais vous présenter les principales distributions que vous allez retrouver dans les entreprises pour répondre justement à cette problématique de volumétrie de la donnée. Et puis, nous terminerons par une petite partie de questions-réponses. Donc, voilà, je vous laisserai poser vos questions et j'y répondrai dans la mesure du possible au vu du temps qui nous est accordé. Donc, on va pouvoir, voilà, je vais pouvoir essayer de répondre à ces différentes questions. Donc, je me présente pour certains d'entre vous. Vous me connaissez déjà sur d'autres parties. Donc, je suis Noureddin Idrissi, je suis expert, architecte base de données. Je travaille depuis 17 ans sur tout ce qui tourne autour des bases de données, SGBDR, mais également sur tout ce qui est NoSQL et sur les architectures de type Big Data. Et je suis également formateur dans ce domaine, ce domaine-là. Alors, les enjeux du big data. Alors, pourquoi le big data? Parce qu'on en entend beaucoup parler, mais on ne sait pas vraiment pourquoi on met en œuvre du big data. La mise en œuvre du big data aujourd'hui, c'est une obligation, je dirais, euh, dans la mesure où la volumétrie des données à traiter devient très très conséquent et les solutions aujourd'hui, que ce soit des architectures, que ce soit la technologie logicielle ou matérielle, avaient du mal à y répondre. Donc les enjeux du big data, c'est fournir la capacité à réaliser des traitements coûteux liés à l'explosion du volume de données qui vont être stockées, ce qu'on appelle également le data mass. Alors, c'est également la capacité, l'enjeu du big data, c'est de fournir également une capacité d'analyse des données massives pour, par exemple, permettre aux entreprises d'agir sur des leviers de croissance. Aujourd'hui, l'analyse massive est devenue quelque chose de primordial dans les stratégies mises en œuvre par les entreprises, parce que c'est ça qui va permettre d'orienter certains choix stratégiques mais également des choix d'investissement. Ça permettra par exemple de comprendre, d'avoir une connaissance des clients au niveau marketing et opérationnel et bien entendu, par exemple, rediriger les offres en conséquence. Et ça permettra également de faciliter le pilotage et la prise de décision. Le big data, pour moi, c'est de la business intelligence, mais orientée prise de décision agile, c'est-à-dire j'ai des données en temps réel que je peux traiter très très rapidement et en fonction du résultat de cette analyse, je vais prendre des décisions très rapides pour orienter soit ma stratégie marketing, soit ma prise de décision. Donc le big data, il est essentiellement là pour répondre à cette problématique.
ce qu'on n'était pas capable de faire aujourd'hui avec, je dirais, les technologies actuelles. Alors Hadoop et le big data, ce qu'il faut savoir, c'est que Hadoop est au cœur en fait de ces problématiques de big data. Et ce qu'on constate aujourd'hui, hein, sur la part, je dirais, sur le pourcentage occupé par Hadoop pour répondre à ces problématiques de big data, c'est que c'est de loin le logiciel, où on parle également de framework, qui est le plus utilisé pour y répondre. Mais on va voir qu'il est quand même qu'il évolue assez rapidement. Et ce qui était, je dirais, optimal il y a de ça quelques années ne l'est plus aujourd'hui au niveau technologique. Alors Hadoop, c'est quoi? C'est un projet open source de la fondation Apache, donc vous pouvez retrouver tous les composants directement sur le site d'Apache. Il est développé en Java et il assure essentiellement l'exécution de tâches MapReduce. Alors, ce qui est intéressant avec Hadoop, c'est qu'il permet de pouvoir réaliser ces scripts, je dirais, ou son code de traitement avec différents langages. Bon, à la base, c'est du Java, mais il est possible avec Hadoop Streaming de faire exécuter des scripts qui ont été codés avec d'autres langages. Les objectifs, je dirais, recherchés au niveau du big data par rapport à Hadoop, qu'est-ce qu'on recherche? Ben, on recherche tout simplement la capacité à disposer d'un framework qui offre une infrastructure de données distribuée. Ce qu'il faut savoir, c'est que Hadoop, il est open source, disponible, et vous allez voir que ceux qui vont suivre les prochaines formations sur la partie Hadoop, vous allez voir qu'il est simple à déployer, à maintenir, il est multiplateforme, mais il est également scalable. Et ce que permet de faire Hadoop, c'est la capacité à traiter tout simplement des tâches parallélisables, c'est-à-dire de distribuer des traitements sur un ensemble de nœuds du cluster. Et en plus, il est facile tout simplement de pouvoir intégrer des programmes qui ont été développés avec d'autres langages que le Java. Vous allez voir que la force de Hadoop, c'est sa capacité à pouvoir distribuer des tâches entre différents nœuds d'un cluster. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent aujourd'hui déjà la scalabilité. On parle de scalabilité verticale et horizontale. Hadoop, lui, permet une scalabilité horizontale. C'est-à-dire que plus je rajoute des nœuds dans un cluster, plus ma capacité de traitement va être plus importante. Mais attention, au niveau architecture, souvent on a tendance à augmenter la capacité du cluster, mais le réseau ne suit pas. Donc vous allez voir que dans tout ce qui est big data, si vous n'avez pas de réseau, ça ne sert à rien de mettre en place une architecture big data. Donc voilà pour la présentation de Hadoop. Donc Hadoop est un framework qui permet de réaliser des traitements distribués. Alors, architecture Hadoop, vous allez voir que Hadoop s'appuie sur deux composants essentiels. Il s'appuie sur HDFS, Hadoop Distributed File System, le système de fichiers distribués. Donc, que permet de faire HDFS? Il permet tout simplement de pouvoir stocker des fichiers sur différents nœuds. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la capacité disque, quand vous déployez un serveur de base de données, elle était limitée au serveur ou à la baie de stockage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Hadoop, avec HDFS, l'ensemble des disques des nœuds du cluster ne sont vus comme un disque global, hein. C'est-à-dire que plus vous rajoutez de nœuds, plus votre capacité de stockage devient importante et plus votre capacité de traitement également en est augmentée. Et en termes de HDFS, vous allez voir que les architectures Hadoop, vous avez un name node qui contient en fait toutes les métadatas. Et ici, vous avez ce qu'on appelle les data nodes. Les data nodes, eh bien, ce sont les nœuds de stockage des différents fichiers distribués. Alors, l'intérêt de HDFS, c'est de pouvoir distribuer, par exemple, un fichier, des blocs de fichiers sur différents nœuds physiques, sachant que l'ensemble des nœuds sont vus comme un seul disque, hein. Donc ici, par exemple, j'ai un premier bloc qui est distribué sur ce nœud-là, le deuxième sur un deuxième nœud, et vous avez un troisième bloc qui est distribué sur un autre nœud. Donc, vous avez de la scalabilité, mais également vous avez de la tolérance aux pannes.
Open. Donc HDFS, c'est un système très important, c'est le cœur du fonctionnement d'Hadoop. C'est un système de fichiers distribués. Voilà, la taille du disque en général, c'est ce qui est considéré comme la limite globale d'utilisation. Dans un système comme HDFS, chaque nœud du cluster que vous allez rajouter va rajouter un sous-ensemble du volume global. Donc il va représenter un sous-ensemble du volume global. Donc pour augmenter votre capacité de stockage avec Hadoop, eh bien, il suffit d'augmenter ou de rajouter des nœuds dans votre cluster. Donc très important, ça c'est la partie HDFS. Vous avez également une deuxième composante très importante, c'est le MapReduce, mais également le Yarn, c'est la nouvelle architecture du MapReduce qui permet de réaliser un traitement distribué et réparti sur l'ensemble des nœuds de votre cluster. Vous avez une première étape en général qui consiste en fait à splitter les données. Ça permet en fait de réaliser un découpage des données à traiter et vous avez la partie map qui va tout simplement exécuter des fonctions de traitement que vous allez réaliser, qui auront été développées en Java ou avec un autre langage. Et vous avez la partie reduce qui, elle, en fait, va permettre en fait de réaliser le traitement final, sachant que cette tâche reduce n'est réalisée que lorsque l'ensemble des tâches map sont terminées. Et ensuite, ces traitements, ces reduce vont finir en fait le résultat global. Donc, ils vont stocker sous format de fichier HDFS le résultat d'un traitement. Donc, voilà un petit peu en quoi consiste l'architecture Hadoop. Une partie HDFS, une partie stockage distribué et à tolérance de panne, et une partie MapReduce qui consiste à découper un traitement en plusieurs morceaux sur les différents nœuds du cluster et ensuite appliquer dessus des tâches de traitement et des tâches de reduce pour obtenir le résultat final. Alors, en complément, alors si vous avez entendu parler de Hadoop, eh bien vous avez également entendu parler de Spark. Alors Spark, je dirais que c'est pas un concurrent parce que souvent on a tendance à penser que Spark est le concurrent en fait de Hadoop. Non, pour moi c'est plus un remplaçant de MapReduce qu'un concurrent de Spark. Ce qu'il faut savoir, c'est que les deux outils, en général, sont utilisés communément. C'est-à-dire que si on les utilise tous les deux, même si tous les deux sont des frameworks Big Data, hein, donc par contre, ils ne sont pas utilisés pour le même usage. Ce qu'il faut savoir, c'est que Spark, pour traiter les données plus rapidement que MapReduce, parce qu'il est capable de travailler sur la totalité des données en une seule fois, ce qui n'est pas le cas de MapReduce. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Spark, vous allez en entendre parler, il est beaucoup plus rapide que MapReduce. Donc ce que vous devez retenir, c'est que si vous devez réaliser des traitements rapides, eh bien vous allez utiliser Hadoop avec la partie HDFS, mais vous allez par exemple choisir Spark pour la partie traitement distribué. Pour moi, Spark est plus un remplaçant de MapReduce qu'un concurrent de Hadoop. Spark, n'étant pas capable de réaliser du stockage distribué, va s'appuyer sur HDFS qui lui est capable de le faire. Donc Spark, pour moi, voilà, même si ces deux outils sont considérés comme des concurrents, on admet qu'ils fonctionnent encore mieux quand ils sont utilisés ensemble. Donc moi, ce que je préconise à mes clients aujourd'hui, quand je déploie des architectures de type Big Data, c'est souvent du Hadoop, hein, HDFS, avec Spark pour la partie traitement. Alors le cœur de Hadoop, c'est tout un écosystème. Le cœur de Hadoop, c'est la partie Yarn, MapReduce et la partie HDFS. La partie HDFS, je vous en ai parlé, c'est la partie stockage. Donc, comme je dis, HDFS, c'est le système de fichiers distribués qui permet de pouvoir, je dirais, voir un ensemble de disques, un ensemble de nœuds comme un espace de stockage unique. Et Yarn, qui est la partie tout simplement traitement. Et cette partie Yarn, comme je viens de vous le dire, elle a tendance aujourd'hui à être remplacée par Spark, qui est un outil qui est beaucoup plus rapide que MapReduce. Mais attention, tout le monde n'a pas besoin de Spark. Ce qu'il faut savoir, c'est que Spark travaille en mémoire, contrairement à Yarn. Donc aujourd'hui, dans les architectures qu'on déploie en fait, de type Big Data, eh bien, on couple souvent HDFS avec Spark. Donc Spark va remplacer, je pense, à plus ou moins long terme, la couche ici MapReduce. Donc ça, c'est le cœur
de Hadoop, la partie traitement et la partie stockage distribué. Alors, en plus de ces deux couches, hein, en plus de la partie HDFS et YARN, vous avez également les outils qui permettent d'interagir avec la partie traitement et la partie HDFS. Ces outils, vous les avez là, donc ces composants, donc en plus des briques YARN et HDFS, donc ces briques-là vont permettre par exemple de réaliser un certain nombre de traitements. Alors vous avez par exemple Pig. Pig, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet en fait tout simplement d'exécuter des jobs MapReduce en utilisant un langage de scripting. Donc ça permet en fait aux développeurs de pouvoir écrire très rapidement des programmes de traitement. Vous avez également Hive. Alors Hive, qu'est-ce qui permet de faire? Hive est tout simplement un outil qui permet d'utiliser Hadoop par le biais de requêtes HiveQL. Donc ce langage est très très proche du SQL, donc il permet voilà, de construire par exemple un modèle relationnel basé sur les données et stocké sur du HDFS. Vous avez également OSI. OSI, c'est tout simplement un outil d'ordonnancement de job Hadoop. Donc, si vous avez des traitements à réaliser, OSI va vous permettre en fait d'ordonnancer. C'est un ordonnanceur de job MapReduce ou, par exemple, Spark. Vous avez également Maout, hein, qui est une machine learning. Donc, Maout, bon, ça, c'est pas, je dirais, très très utilisé, mais vous risquez en fait voilà, de le retrouver également. Vous avez le R Connector ici qui permet en fait de fournir des statistiques. Donc tous ces composants voilà, vont se greffer au cœur de Hadoop. Dire c'est à partir d'eux qu'on pourra coder des scripts et des programmes qui vont pouvoir être exécutés sur des fichiers ou des blocs qui ont été stockés sur du HDFS. Alors, vous avez également des outils qui permettent d'accéder directement à HDFS. Vous avez HBase. HBase, c'est une base de données NoSQL distribuée. Sa particularité, c'est de pouvoir travailler directement sur la couche HDFS. Donc, à partir de HBase, on peut attaquer des données, des fichiers stockés au niveau du système de fichiers distribué Hadoop. Vous avez également la possibilité d'interagir avec les sources externes. Hadoop fournit des outils pour pouvoir, je dirais, exporter, mais également importer des données à partir de SGBDR tiers. Donc Scoop, tout simplement, c'est un outil qui va permettre en fait de lire et d'écrire des données à partir de bases de données externe. Vous avez également l'outil Flume. Flume, c'est tout simplement un outil qui permet par exemple d'injecter de gros volumes de données en temps réel dans HDFS. Par exemple, on peut récupérer des logs, hein, on peut créer un puits de logs dans HDFS à partir de Flume. Donc on peut collecter des logs à partir d'un certain nombre de serveurs et puis les stocker dans la partie HDFS pour ensuite appliquer des traitements, par exemple de type MapReduce ou de type Spark sur la partie stockée en utilisant des outils tels que Hive ou Pig. Alors la gestion et l'administration, donc dans l'écosystème Hadoop, vous avez également des outils qui sont pour moi assez incontournables. Vous avez Zookeeper, qui est tout simplement un outil, je dirais, de coordination. Donc, il permet de fournir un service centralisé pour maintenir, par exemple, des informations de configuration, de nommage ou de synchronisation distribuée. Il permettra également, si vous mettez en place une solution de haute disponibilité avec les name nodes, eh bien, cet outil-là permettra, par exemple, de checker la mise à disposition des name nodes. Et si jamais, par exemple, vous avez une défaillance d'un name node, qui est un point central d'une architecture d'un cluster Hadoop, eh bien, Zookeeper va se charger, par exemple, de faire la bascule du nœud. Vous avez également Ambari, qui est un outil de management, de monitoring et de déploiement des nœuds dans un cluster Hadoop. Voilà, les principales distributions, vous avez Cloudera, qui est fidèle en grande partie aux outils d'administration. Donc Cloudera va permettre essentiellement en fait de fournir des outils d'exploitation, d'intégration, mais également de déploiement. Vous avez MapR qui est un noyau Hadoop, mais qui est repackagé et enrichi en fait de solutions propriétaires.
Et vous avez Hortonworks qui est fidèle quasiment à 100% à la distribution Apache et qui est également open source. Donc voilà pour ce petit webinaire de présentation d'Hadoop. Donc maintenant que je viens de terminer cette présentation succincte de Hadoop, eh bien, on va passer à la deuxième partie, qui est la partie questions-réponses. Donc si vous avez des questions, voilà, je me tiens à votre disposition pour y répondre. Donc nous avons à peu près une vingtaine de minutes pour pouvoir échanger. Donc voilà, je suis à votre disposition. Donc si vous avez besoin de poser des questions, voilà, elles sont le bienvenu et je vais tâcher d'y répondre dans la mesure du possible.
Alors, l'expérience de BRE.
Alors excusez-moi, je n'avais pas la possibilité de pouvoir répondre oralement aux questions. Donc je viens de débloquer la situation. Je ne sais pas si vous m'entendez. Donc voilà, j'ai répondu en fait aux questions via le texte parce que je n'avais pas en fait voilà la possibilité de pouvoir y répondre oralement. Donc j'avais un petit souci sur la partie partage. Donc c'est traité. Voilà, donc alors certains posent la question, donc si je à certaines questions qui disent est-ce qu'on a besoin d'être mathématicien ou DBA pour pouvoir faire du Hadoop ou du Big Data, moi je dirais non. Par contre, une connaissance système et une connaissance réseau est un bon prérequis pour pouvoir, je dirais, construire des architectures efficaces et pertinentes par rapport aux besoins. Alors le maintien, je réponds à la question voilà, de HTML5 View User. Le maintien de Hadoop est-il simple? En archiphysique, oui, c'est un des frameworks, je dirais, le plus simple à mettre en œuvre, à déployer et à maintenir. Pourquoi? Parce que il s'appuie sur la couche système native, par exemple EXT4, et il s'appuie en fait sur le réseau. Donc, de plus, il fournit des outils d'administration, d'exploitation, de supervision et de déploiement. Donc, à ma connaissance, c'est un des outils le plus simple à administrer et à maintenir. Donc, si aujourd'hui vous deviez faire un choix d'architecture, moi je partirais systématiquement sur du Hadoop avec Spark. Alors, une question de Mohamed Laoui, je vous prie de m'excuser si j'écorche votre nom. La question posée, mais en gros, on reste indépendant du métier, on se concentre sur le volume des transactions. Alors, au sens, je dirais, Hadoop du terme, la notion de transaction n'existe plus. On parle d'opération. Donc, ce sont en fait des traitements, ce sont des scripts qui vont réaliser des traitements sur des fichiers. Donc, la notion de transaction n'a plus lieu. Effectivement, vous connaissez la transaction au niveau des SGBDR, mais dans les SGBDR, c'est le moteur qui gère la notion de verrou et la notion de transaction. Sous Hadoop, c'est votre script, c'est votre traitement qui va réaliser un certain nombre d'opérations. Donc la notion de transaction, je dirais, n'existe plus. Il y avait également une question de Mohamed Laoui qui dit que voilà, donc il voit pas le rôle d'informaticien dans la partie architecture. Si, pourquoi? Parce que quand vous déployez une architecture de type Hadoop pour le big data, eh bien vous devez déployer des OS, vous devez les configurer, vous devez les superviser. Donc le rôle de l'informaticien est primordial dans la construction d'une architecture de type Hadoop. Moi, je distingue en fait deux profils hein, quand on met en place l'architecture Hadoop. Vous avez les gens qui vont travailler sur la partie système et la partie réseau, et vous avez les gens qui vont travailler sur la couche traitement, sur tout ce qui est Spark et Map Reduce. Donc vous pouvez intervenir sur la construction d'une architecture de type Big Data sur la couche, par exemple, réseau et la couche système. Donc pour moi, les deux métiers au niveau du big data ne sont pas identiques. Mais le rôle, je dirais, des informaticiens, il est primordial parce que c'est l'informaticien qui va déployer, qui va configurer les nœuds du cluster et vous avez et qui va également définir, aider l'architecte à construire une architecture optimale. Et vous avez effectivement les gens qui vont, eux, concevoir, par exemple, les programmes de traitement MapReduce avec Java ou l'outil Spark. Alors,
Jean-Marc Lacroix effectivement, a posé une question qui dit, voilà, qui dit comment on accède au groupe de partage. Eh bien, ce groupe de partage, vous voyez toujours mon écran. Quand nous allons clôturer ce talk, vous avez également une enquête de satisfaction et suggestions. Vous pouvez directement à partir du groupe Facebook privé pour échanger. Donc vous pouvez en fait utiliser ce lien pour retrouver la vidéo, mais vous pourrez également en fait à travers ce groupe me poser vos différentes questions et j'y répondrai en détail, hein. Donc je pourrais même vous mettre des exemples concrets d'utilisation de MapReduce et de Spark, mais également de HDFS. Alors, j'ai HTML5 View User qui pose la question, aura-t-on le droit à une démonstration d'implémentation d'une architecture Hadoop? Oui. Sur la plateforme Alform, normalement, il y a une formation qui va présenter d'une manière démonstrative l'ensemble des éléments d'implémentation d'une architecture Hadoop, la partie HDFS, mais également la partie MapReduce et la partie Spark. Alors pour le réseau, donc si le besoin est comme CEPG ou Scalo, c'est du 10 gigabits minimum, oui. Donc je pourrais même vous fournir hein, sur la partie groupe Facebook privé, je pourrais vous fournir l'architecture type. Oui, normalement c'est du 4 gigabits entre différents racks et les racks doivent être connectés effectivement avec le minimum de 10 gigabits et plus encore mieux. Donc effectivement, le minimum pour une architecture de type Big Data, c'est du 10 gigabits. Donc au-delà, c'est mieux. En dessous, c'est risqué, mais ça dépend également de la volumétrie des données que vous traitez. Alors Charles Chollet, qui a eu effectivement un souci d'accès au partage, donc j'en suis désolé, je sais pas ce qui a pu se passer. Alors 1 gigabit, risque de saturation des liens. Oui, 1 gigabit, vous n'avez aucune chance, je dirais, de faire fonctionner une architecture Big Data optimale. Encore une fois, pour ceux qui vont suivre une des formations de type Hadoop, ben, vous verrez que entre les différents racks, c'est du 4 gigabits minimum et les racks doivent être interconnectés avec du 10 gigabits minimum. Donc pour HTML5 View User, voilà, je le précise, hein, vous aurez effectivement une vidéo qui détaille d'une manière concrète la mise en œuvre d'une solution de type Hadoop et avec HDFS et MapReduce, mais également Spark. Alors pour la présentation de l'architecture Hadoop, avec MapReduce et Spark, ça sera une formation classique chez Alform. Donc il y aura une formation complète sur Hadoop, MapReduce et Spark, donc je le confirme. Donc c'est en cours de réalisation. Donc vous aurez une formation complète qui traitera de l'ensemble des outils et des composants que je viens de vous présenter. Donc vous aurez la partie Pig, vous aurez également du Hive, la partie Scoop sera traitée, la partie HBase, Flume, OSI, HDFS, MapReduce et Spark.
Alors le délai, normalement, elle sera prête pour le début de la rentrée, c'est-à-dire pour septembre. Donc je pense qu'au 30 septembre, vous aurez la formation qui sera disponible dans sa totalité. Alors il est pas évident de réaliser ce type de formation parce que ça demande voilà, une préparation et une manière, je dirais, d'approcher les choses qui est pas forcément évidente pour voilà pour pouvoir faire passer une connaissance ou un concept, mais on s'attelle à ça. Donc l'objectif c'est vraiment par rapport à ce que je viens de vous présenter ici dans ce webinaire, c'est de détailler toutes les parties. Effectivement, le webinaire n'est pas là pour ça, donc tous ces éléments que je viens de vous présenter seront traités en détail dans la prochaine formation que vous retrouverez sur Alpha. Alors, comment changer son pseudo? Je vous avoue que c'est je sais pas, c'est mon premier webinaire en utilisant cet outil. Moi, c'est plutôt des séminaires en présentiel, donc je m'en excuse, je ne peux pas vous aider sur cette partie-là. Alors, Charles Chollet, il est toujours avec nous, donc effectivement, comme je viens de vous le dire, j'ai eu un petit souci pour répondre oralement. Donc, effectivement, c'est un outil puissant, et je m'excuse en fait de ne pas pouvoir donner tous les éléments de précision, mais normalement, il y a des vidéos qui vont être réalisées prochainement qui vont détailler chaque élément. Donc, toutes les questions que vous êtes amenés à vous poser maintenant, eh bien, seront traitées d'une manière détaillée. Donc, c'est pour ça qu'il faut, voilà, c'était vraiment, l'objectif était vraiment de vous donner, je dirais, de faire une petite introduction avec, de vous présenter les différents composants et leurs fonctionnalités. Alors, le maintien de Hadoop est-il simple? Je dirais que oui, c'est un des plus simples. Pourquoi? Parce qu'il s'appuie sur la couche système. Donc, grosso modo, ce qu'il faut maintenir, c'est la partie système et la partie réseau. Et bien entendu, la partie haute disponibilité avec la mise en achat de vos name nodes. Ce sont en fait les serveurs de métadonnées d'un cluster Hadoop. Donc, le maintien, pour moi, de Hadoop reste simple. Ce qui est complexe, c'est les traitements que vous allez effectuer sur les données que vous allez y stocker. Alors, il y avait également une question qui disait quelle est la différence entre un moteur SGBDR classique et Hadoop. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Hadoop, pour moi, n'est pas un système de gestion de base de données. C'est plutôt un système de traitement réparti et distribué à tolérance de panne, contrairement à SGBD. Donc, il stocke des fichiers sous format de blocs, alors que les SGBDR classiques, eux, vont stocker de la donnée structurée. Ils vont stocker des modèles de données et les SGBDR ne sont pas scalables horizontalement. C'est-à-dire que quand vous avez un serveur qui arrive, un GBDR qui arrive à saturation, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous rajoutez de la capacité de traitement, c'est-à-dire de la CPU, de la RAM ou de l'espace disque. Et dans certains cas, avec des architectures de type rack, vous pouvez en fait faire de la répartition de charges. Mais pour moi, ce n'est pas une scalabilité horizontale. Alors que Hadoop va vous fournir une scalabilité horizontale, c'est-à-dire qu'il va vous permettre, en rajoutant des nœuds, d'augmenter votre capacité de stockage, mais également votre capacité de traitement, CPU et mémoire. Alors, est-ce qu'il y aura un résumé de ce webinaire? Euh, Ce webinaire sera enregistré et sera mis à disposition sur le groupe Facebook privé d'échange. Oui, effectivement, ce ne sera pas un résumé, mais ce sera en fait
ça sera l'enregistrement de ce webinaire. Alors, j'ai Mohamed Laouri qui repose une question qui dit voilà, qui a posé une question qui dit moi j'aimerais m'investir dans ce domaine, mais plutôt qu'architecte. Alors moi je vous avoue que c'est ma préférence. J'aime bien l'architecture et de toute façon, étant donné que votre système Big Data va reposer sur l'architecture devient primordiale pour la réussite d'un projet de type Big Data. Alors, vous avez beau voilà, réfléchir à une architecture Big Data, si l'architecture qu'il y a derrière au niveau réseau, au niveau architecture matérielle, mais même également au niveau organisation, c'est-à-dire le dispatching des nœuds, eh bien, ça ne sert à rien. Donc le métier d'architecte est un métier très très important et même primordial dans le cadre de la mise en œuvre d'une architecture Big Data. Voilà, donc on arrive au terme de ce webinaire. Donc le temps qui nous était imparti arrive à son terme. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé nombreux à ce webinaire. Alors vraiment, l'objectif, c'était pas de rentrer dans le détail, c'était juste de vous présenter le pourquoi d'une architecture Hadoop Big Data. Pour moi, le Big Data, aujourd'hui, voilà, il faut faire attention. Beaucoup d'entreprises veulent une solution de Big Data parce que c'est à la mode. Moi, je le dis et je le répète aux entreprises, si elles n'en ont pas besoin, ça ne sert à rien de mettre en place une architecture Big Data. Elle est coûteuse, pas au niveau infra, matériel, mais elle peut être coûteuse au niveau de la partie exploitabilité, etc. Donc, si vous n'avez pas vraiment besoin d'une architecture Big Data, ça ne sert à rien. En général, le Big Data, c'est pour moi traiter de gros volumes de données, réaliser des traitements rapides de type batch ou micro-batch, ou par exemple pour essayer d'avoir des résultats de traitement de type temps réel. Donc Hadoop est là pour répondre à cette problématique de traitement distribué sur de gros volumes de données. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, la limite des SGBDR, c'est la partie stockage. C'est-à-dire que quand vous avez un serveur, eh bien, une fois que vous avez atteint sa capacité disque ou la capacité de stockage en fait au niveau de la baie de stockage, eh bien, voilà, vous êtes confronté à ce goulet d'étranglement. Le Hadoop avec HDFS va permettre de voir un ensemble de disques des différents nœuds d'un cluster comme un seul disque. Donc plus vous allez rajouter des nœuds et plus vous allez augmenter votre capacité de stockage et votre capacité de traitement. En plus, le principe de MapReduce, c'est de réaliser le traitement au plus proche de la donnée. C'est-à-dire qu'on ne ramène plus la donnée, on ne prend pas la donnée pour la traiter sur un nœud, le traitement va se faire là où est stockée la donnée. Donc c'est pour ça que la partie Hadoop apporte, je dirais, beaucoup d'efficacité dans le traitement des gros volumes de données. Donc voilà, on arrive à ce terme de ce webinaire. Donc nous allons je vais le clôturer. En tout cas, merci pour votre question. Donc vous pourrez retrouver sur le groupe Facebook privé pour échanger. Donc vous avez le lien ici. Donc si je peux répondre à vos questions, j'y répondrai volontiers. Donc si vous avez voilà, des choses à traiter ou si vous souhaitez avoir des exemples, eh bien vous pouvez faire vos demandes directement sur ce groupe et j'y répondrai. Donc un participant effectivement a posé la question, est-ce qu'on peut avoir en fait des exemples d'utilisation de Hadoop? Eh bien, dans ce groupe Facebook privé, je pourrais vous donner des exemples concrets de mise en œuvre en fait des solutions Big Data s'appuyant sur la technologie Hadoop, MapReduce, HDFS et Spark. Donc voilà, merci pour votre participation et je vous dis à tout de suite, à très très ou sinon à très très bientôt pour d'autres webinaires ou pour la formation Hadoop sur la plateforme Alform.